Merci à toutes et à tous. J'ai complètement refait ma présentation entre le premier étage et le dernier, donc j'ai des notes. Je suis désolé, ça va être un peu plus décousu, mais j'avais pas envie de vous inspirer, j'avais envie de témoigner et j'avais envie de vous faire réagir. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et je vais commencer à commencer par dire que je m'intéressais beaucoup aux autres, mais je vais commencer par m'intéresser par moi-même et à charité bien ordonnée. On ne naît pas, enfin on ne devient, on n'est pas geek, on le devient. On ne naît pas geek, on le devient. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous en vous racontant mon propre chemin avec le numérique. On ne naît pas geek, enfin peut-être Sophie, toi tu es née geek ou pas, mais elle est développeuse, donc voilà, moi, je ne suis pas développeur. Moi, mon chemin avec le numérique, ça fait 22 ans que je fais du numérique, mais il y a bien un jour où je me suis connecté au numérique pour la première fois. Et ce jour-là, c'était le 3 septembre 1997 à midi. Donc voilà, je m'en souviens comme si c'était hier, bien entendu. J'étais stagiaire dans une agence de communication et il y avait un seul poste connecté à Internet dans toute la boîte. Et il était dans une place stratégique qui est le bureau du stagiaire. Voilà. Et donc il était juste à côté de moi et cet écran-là et c'est que ce clavier m'attirait un petit peu. Donc je suis quelqu'un d'assez curieux et donc je me suis dit bon bah allez, tout le monde en parle de ce truc-là et vas-y jette-toi à l'eau. Et donc j'ai posé mes mains sur un clavier connecté à Internet. Donc pour la première fois le 3 septembre 1997, ça m'a foudroyé. Voilà, ça m'a foudroyé vraiment. J'ai su à quoi j'allais dédier le reste de ma vie. J'ai trouvé ça absolument génial et tous les gens autour de moi se sont dit ah bah au moins il y en a un qui a mis le nez dedans, on va pouvoir lui demander ce qu'il y a sur cette truc d'internet, de machin. Et donc de stagiaire, je suis devenu cyberconsultant la semaine d'après. C'est-à-dire que je suis tout de suite passé du statut de stagiaire à cyberconsultant. Donc ça, j'ai gardé cette leçon-là assez profondément ancrée en moi. Dans le numérique, on est toujours un borgne dans un royaume d'aveugles et on est toujours l'expert de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous, parce que ça veut dire que cette expérience-là, le fait d'acquérir ces compétences numériques et de voir le pouvoir que ça peut avoir de transformation de quelqu'un, passer de stagiaire à cyberconsultant en une semaine, c'est quand même une sacrée promotion. Et ben, ces pouvoirs magiques de l'Internet, tout le monde peut les acquérir. Et ça, c'est quelque chose qui est resté ancré en moi assez fortement. Et c'est ça, bien entendu, qui m'a conduit à créer Simplon. Mais avant de créer Simplon, ce pouvoir du numérique, il est très important parce que c'est durable. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet de mode. On parle de révolution numérique, mais c'est des technos qui existent depuis les années 40. Le web, on va fêter, je ne sais plus, c'est 30 ans. Les algorithmes qu'on utilise en IA, ils datent des années 60. Donc c'est une révolution qui est durable. Donc l'acquisition des compétences numériques, ça sera toujours quelque chose qui sera en tension. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une pénurie de compétences numériques à partir du moment où le numérique est maintenant partout. Toutes les entreprises sont dans le business du numérique, que vous soyez opérateur télécom ou que vous fassiez du retail ou de la voiture ou n'importe quoi, ou que vous soyez une ONG. Donc ça veut dire que ce besoin de compétences-là, cette tension sur les compétences et les métiers numériques, elle est durable. Et ça, c'est très important parce que c'est un ascenseur social et un levier d'acquisition de compétences qui est complètement incroyable. L'autre chose, c'est que moi, j'avais pas du tout, comme Sophie, fait des études de développeur ou d'ingénieur ou de je ne sais quoi. Moi, j'ai fait des sciences politiques et de la sociologie politique. Donc, est-ce que ça prédispose à devenir un geek? Je suis pas certain. Et à Simplon, je vois plein de gens qui ont aucun background numérique. C'est-à-dire que le fait d'acquérir la culture numérique, de coder ou de décoder le numérique, ça n'est pas un problème de prérequis. Ça n'est pas un problème d'âge, de niveau de diplôme et de genre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Simplon, on pousse cette inclusivité-là du numérique à son maximum en effectivement dédiant notre mission sociale à former gratuitement donc des demandeurs d'emploi pour qu'ils acquièrent les métiers du numérique. Et effectivement, tu l'as dit Isabella, on est sur des publics défavorisés. Donc on est sur des demandeurs d'emploi de longue durée, des allocataires RSA, des réfugiés, des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment notre métier. C'est effectivement former gratuitement ces gens-là pour qu'ils acquièrent des compétences numériques qui sont très recherchées sur le marché du travail et qu'ils augmentent leur employabilité au point de trouver un job à 80% dans les mois qui suivent la formation. Donc ça, c'est notre métier. Ce que les gens savent moins chez Simplon, c'est qu'on fait aussi exactement la même chose dans le domaine de la prévention du chômage. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux collaborateurs qui sont en instance d'illettrisme numérique ou de décrochage numérique pour éviter qu'ils perdent leur employabilité et qui finissent chez Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que les salariés finissent chez Pôle emploi pour que Simplon puisse s'intéresser à eux. Donc on a cette double activité parce que le numérique, si vous êtes en emploi, ça peut être un moyen d'upskiller, donc de vous doter de nouvelles compétences parce que votre métier évolue, et ça peut être aussi un moyen de vous reskiller.
Et là, quand tu racontes cette histoire de Proximus, ben moi, je me dis que dans les 2000 personnes dont ils se sont délestés, peut-être qu'il y avait les 1000 développeurs qui cherchaient et qu'on aurait pu proposer ça comme type de reskilling. Donc ça, c'est le métier de Simplon. Et Isabelle, elle a dit, nous, on s'intéresse aux gens qui sont éloignés de l'emploi et qui sont défavorisés. Le problème, c'est avec les femmes. Parce que est-ce que les femmes sont défavorisées par rapport au numérique? Bah non, pas du tout. Et pourtant, d'emblée, dans le projet Simplon, il y avait cette idée d'atteindre la parité, de lutter contre cette sous-représentation. Donc ça, c'est notre cheval de bataille, mais on ne peut pas dire que les femmes sont un public défavorisé, comme on pourrait dire un réfugié, un décrocheur scolaire, et pourtant, on le traite à peu près de la même façon. Et tout ça avait très très mal commencé. Donc là encore, petite séquence nostalgie. Donc on est le 8 mars 2014, donc Simplon a à peine un an. Et donc, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. À l'époque, je ne sais pas que c'est le vrai nom de cette journée-là. Donc, j'arrive au milieu du bureau. On est 15 personnes, dont la moitié de femmes. Et là, je dis « Salut les filles, c'est la journée de la femme. Je vous invite à déjeuner. On va parler des meufs dans la tech. » Donc vous imaginez comment je me suis fait absolument rapidement recadrer. Donc j'ai quand même bien entendu invité tout le monde à déjeuner pour me faire pardonner. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça allait être plus compliqué que je pensais pour traiter la question de la problématique des femmes dans la tech, comme on la traite la problématique des gens qui sont décrocheurs ou qui sont en perte d'employabilité. C'est un problème qui est éminemment différent. Je suis désolé, c'est un aveu, hein, mais voilà. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait déjà que je travaille sur moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le problème était beaucoup plus compliqué que je l'imaginais. Et donc, à Simplon, on a créé et bâti un programme qui est vraiment, qui est presque... Il y a presque 2 millions d'euros par an qui sont dédiés au programme femmes chez Simplon. Donc, ce n'est pas l'épaisseur du trait. Hein. On n'atteint pas 34% de femmes dans nos formations sur entre 1000 et 2000 personnes par an. Comme ça, le nez en l'air, par hasard, en disant oui, on a envie d'avoir des filles dans nos formations. Donc, c'est un programme qui est vraiment de bout en bout, hein, qui commence presque du berceau à la retraite, hein, puisque effectivement, on a des interventions avant même le milieu scolaire. On travaille avec des associations qui font, on en parlait avec une personne qui est là-bas, qui font des cours d'algorithmique et d'apprentissage des langages binaires en mode Montessori avec des cubes, donc sans écran bien entendu, déconnectés, hein, avant 3 ans. On fait aussi beaucoup d'ateliers, on a formé plus de 100 000 enfants au numérique, à l'initiation à la programmation en milieu scolaire et en milieu périscolaire. Quand je vous parle de ça, c'est en France et dans d'autres pays. Parce que ce qui est intéressant à Simplon, c'est qu'on est dans 15 pays, notamment souvent avec Orange. Il y a toujours un peu Orange dans nos histoires avec Simplon. Et donc, on a aussi les différences culturelles qu'il peut y avoir dans les pays. Donc, les enfants, dans nos formations, bien entendu, pour attirer des femmes avec une communication, un recrutement qui soit non genré. On forme bien entendu nos formateurs aux questions de genre, parce que même à Simplon, il y a des formateurs qui ont des biais de genre dans leur formation, donc on essaye d'éliminer ça. Ce qu'on n'avait pas bien compris, c'est que les prescripteurs aussi, donc les gens de Pôle emploi, les gens des missions locales, les profs aussi dans les établissements scolaires, les conseillers d'orientation, même les parents, on doit les former, on doit les faire coder, on doit les faire toucher du doigt les questions de genre, parce que sinon, en fait, intrinsèquement, sans même le vouloir et sans même que ce soit malveillant, ils reproduisent les biais de genre et les questions de genre. Et donc, c'est pas rare de voir une femme arriver en formation à Simplon en disant qu'elle a fait 4 demandes de son conseiller Pôle emploi pour atterrir chez Simplon, mais qu'on lui a dit « Ah ben non, mais là, les trucs d'informatique, ça va pas être pour toi. C'est pas fait pour toi. » Donc c'est absolument rien contre les gens de Pôle emploi qui font un travail extraordinaire. C'est les premiers partenaires qu'on peut avoir sur le terrain. Malheureusement, certains conseillers effectivement ont aussi des stéréotypes de genre dans leur tête. Et donc il faut travailler là-dessus. Donc on a un gros programme de formation là-dessus. Mais ça ne suffit pas. On a découvert qu'on plafonnait sur le nombre de femmes dans nos formations parce qu'en fait, il y a un syndrome de l'imposteur qui est terrible. Et en fait, les femmes ne se sentent pas légitimes, elles ne se sentent pas bien accueillies. Et donc, on a travaillé avec une anthropologue spécialisée sur les questions de genre et on a inventé un SAS non mixte réservé aux femmes de quelques semaines qui précède la formation Simplon qui est en situation de mixité. Donc ça, moi, il a fallu me convaincre un petit peu que la non-mixité était un préalable à la mixité. C'était quelque chose qui, dans ma tête, ça allait pas bien, ça se passait pas bien. Sauf que ça fonctionne. Depuis qu'on fait ces SAS-là, en fait, on a plus de femmes dans nos formations. Les femmes candidatent plus facilement. Elles décrochent moins. Elles atteignent des niveaux pédagogiques supérieurs en fin de formation. Et elles ont, sur le petit recul qu'on a de 6 ans maintenant, des carrières qui sont beaucoup plus fulgurantes si elles sont passées par ce SAS non mixte qui leur est réservé.
Donc ça, c'est le SAS aqueuse. Ça aussi, il fallait y penser. On avait déjà décrété des quotas, minimum 30%, on vise à être à 50% en 2020. Mais la non-mixité comme préalable à la mixité, ça c'était quelque chose d'assez radical qu'on a mis en place et qui fonctionne maintenant extrêmement bien. Donc bien sûr, tout n'est pas rose, hein. On a encore des problèmes de solutions de garde avec les enfants pour pouvoir accueillir encore plus de femmes différentes dans nos formations. Et ça reste limité à Saint-Plon et ça ne suffit pas parce que ça ne passe pas encore à l'échelle. Donc dans ce secteur, je suis content quand même qu'on ait eu beaucoup de positifs en intro parce que c'est vrai que moi, j'en peux plus d'avoir le constat, les lamentations, le ça régresse, etc. Ça, moi, j'en peux plus de ça. Donc c'est bien de voir déjà que ça bouge, de faire la lumière aussi sur des choses qui fonctionnent. Il y a aussi des réseaux féminins. Il y a des choses aussi, je me disais ce matin dans le métro, je me disais, mais quand même, dans l'écosystème, la meilleure école de développeurs du monde, l'école 42, est dirigée par une femme. Le plus grand incubateur de start-up du monde, Station F, est dirigé par une femme. L'instance suprême du numérique est dirigée par une femme. On a comme ça des milliers d'exemples que les choses sont en train de changer. Bon, effectivement, le truc en Italie, là, avec les patrons de la tech californienne, ça ne va pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a plein de choses qui se passent bien, mais par contre, ça ne passe pas à l'échelle. Donc 5 petites choses, 5 recommandations et surtout 5 points de discussion avec vous. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas à l'échelle ? Déjà, on l'a dit, on est trop sur les constats et pas assez sur les solutions. Ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas les analyses. Je sais qu'il faut faire des enquêtes et c'est hyper bien d'objectiver les choses et d'avoir des chiffres, mais faisons des enquêtes sur les solutions, sur les bonnes pratiques, sur le nombre d'entreprises qui les déploient, sur les résultats qui sont donnés. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus incitatif que d'avoir des chiffres comme ça à plat qui décrivent une situation ou un constat. L'autre chose, c'est que je pense qu'on n'est pas assez radicaux. Donc radicaux au sens propre, hein, c'est-à-dire le radical, c'est la racine des choses. Donc effectivement, les quotas, effectivement, les SAS non mixtes, effectivement, le fait de décréter des choses et de s'y tenir, peut-être que les solutions qu'on emploie sont encore trop consensuelles ou trop négociatrices ou trop attentistes. Il faudrait former tout le monde avant qu'on puisse faire des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme avec la cigarette ? On interdit et après tout le monde vous dira « Ah bah oui, mais c'est quand même mieux d'avoir interdit parce qu'avant quand même on fumait, etc. » Bah pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas la non-mixité ? Moi je propose des choses comme ça, assez radicales, pourquoi pas, hein, ça pourrait le faire. L'autre chose, c'est que les bonnes pratiques ne sont pas assez généralisées. Donc, ce qu'on fait à Saint-Plon, on essaye d'en faire une publicité monstrueuse pour que tout le monde s'en empare, on le met en open source, etc. Mais on ne diffuse pas assez les bonnes pratiques et on ne les partage pas tous avec les nôtres. Donc chacun réinvente sa roue avec son petit chariot. Et donc en fait, on réessuie les plâtres à chaque fois alors qu'on pourrait généraliser des choses et montrer les 15 bonnes pratiques à mettre en production dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle école. C'est hyper simple à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Bon, je sais qu'il y a des gens qui y travaillent déjà, quoi. L'autre chose qui est liée à ça, c'est qu'on travaille encore trop en silo. Moi, j'ai une marotte qui s'appelle mon histoire des Justice League. Je pense que c'est pas Superman qui va sauver le monde, c'est pas Wonder Woman non plus, c'est pas Flash, c'est pas Aquaman, c'est pas tous ces gens-là, c'est les Justice League. Donc c'est comme dans le film, il faut qu'ils se mettent tous ensemble pour mettre la misère à Thanos. Vous voyez, on ne peut pas avoir Thanos, pour ceux qui ont vu le film, hein, je suis désolé. S'il y a un péril qui nous dépasse tous et qui est extrêmement plus dangereux que tout le monde, il faut que l'ensemble des super-héros et des super-héroïnes, bien entendu, se mettent ensemble pour pouvoir combattre un péril qui les dépasse. Le fait de faire des consortiums, des coalitions, et de mutualiser le fundraising, de mutualiser les bonnes pratiques, ça aussi, c'est criminel de ne pas le faire, parce que ce n'est pas Simplon qui a la solution, ce n'est pas 42, ce n'est pas Orange, ce n'est pas Capgemini, ce n'est pas Accenture, c'est toutes les entreprises, l'État, et c'est aussi tout l'écosystème. Donc là, faisons des Justice League et travaillons ensemble au lieu de nous laisser instrumentaliser aussi par les financeurs et par des gens qui vont dire « Ah ben moi je préfère Simplon à 42, eh ben moi je préfère 42 à Simplon. » Eh ben dommage, puisque Simplon et 42 travaillent ensemble sur la question de la mixité. Donc pas de bol. Donc travaillez avec nous deux ou alors allez vous faire voir. Désolé. Et la dernière chose, c'est que ce combat pour la mixité, la parité, il faut qu'il soit, désolé, je mets un peu les pieds dans le plat, un peu plus intersectionnel aussi. C'est-à-dire que la question, c'est pas la question seulement des femmes, la question, c'est la question de la diversité aussi au sens large. Je le dis pas ici pour stigmatiser, mais c'est vrai qu'ici, nous, et moi le premier, on manque un petit peu de diversité quand même ici. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et cette diversité-là, elle serait au bénéfice des femmes, parce que ce n'est pas juste une question d'avoir un marqueur de genre. Souvent, les marqueurs se cumulent. Et donc, on est souvent femmes, issues des quartiers, peu diplômées, ou dans une entreprise femme, non cadre. Et donc, il faut absolument avoir une approche intersectionnelle des choses. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas juste la question de la femme, sinon on va être assigné à ce truc des femmes. Les hommes s'y reconnaîtront moins. Et on aura effectivement plus de femmes blanches cadres qui accéderont au numérique parce qu'elles sont diplômées, et on ne travaillera pas sur le véritable aspect qui est que tout le monde est bienvenu dans le numérique et pas seulement les gens cadres ou diplômés. Et pourtant, je suis persuadé qu'on va y arriver, parce qu'en fait, tous les signes sont là, parce qu'on n'arrête pas une idée dont le temps est venu, et parce que tout nous montre que ça va se passer. C'est un non-sens économique, ça a été dit. Et aussi, je pense à la guerre des talents. Je pense à cette ribambelle de mecs là en Italie. Je me dis, comme il y a eu ce mouvement en fait, des élèves ingénieurs et des grandes écoles pour l'écologie, quelle honte de travailler dans des entreprises comme ça, dirigées par des gens comme ça, alors que c'est la guerre des talents, alors que tout le monde cherche à avoir les meilleurs et à attirer les jeunes générations. Moi, je suis persuadé que les meilleurs talents et les jeunes générations, elles ne voudront plus jamais travailler pour des entreprises qui polluent, et elles ne voudront plus jamais travailler pour des entreprises qui ne sont pas mixtes. Et ça, j'en suis persuadé. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y aura des pétitions, comme pour l'environnement, qui feront du name and shame et qui diront « ces entreprises ne sont pas assez mixtes, donc on n'ira pas travailler avec eux ». Merci de votre attention. Je vous finis avec une dernière chose. Les femmes ont besoin du numérique pour leur autonomie, mais le numérique a besoin des femmes aussi, parce que sinon, le numérique ira dans le mur. Merci beaucoup.